Cher, vous nous parliez d'invasion culturelle, donc en Tunisie, dans l'époque déterminée dont vous nous parliez. Les livres qui étaient édités à cette époque-là étaient édités en quelle langue? Vous pouvez imaginer qu'il était en arabe, alors ce n'est pas le cas toujours, c'est rarement le cas. Et petit à petit, on a eu des traductions arabes par la suite. Au début, ce qui était très intéressant, c'est que ces livres-là nous provenaient en langue française. Et les premiers écrits qui avaient traduit la pensée révolutionnaire iranienne, c'était des écrits français, des francophones, des Iraniens francophones résidant en France, puisqu'il était persécuté par le régime dictatorial de l'Empire. Donc il était réfugié en France, ou alors sans statut de réfugié, mais il était étudiant en France, ils ont grandi là-bas et ils sont devenus influents sur plusieurs créneaux. Et on a eu, par exemple, la première traduction du livre Al-Hukm al-Islami, le gouvernement islamique. La première traduction, c'était à l'année même de la Révolution, en français, qui était faite ici par un universitaire iranien résidant en France, édité par Fayol. Et j'ai pu par la suite rencontrer ce monsieur, c'est un universitaire qui réfléchit bien et qui sait ce qu'il fait. Et donc c'est pas du tout le type de refusiste fanatique qu'on pourrait imaginer, mais c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit de point de vue nationaliste. Et ce n'est que lorsque je l'ai rencontré que j'ai commencé à comprendre réellement la machine. Vous l'avez rencontré en France? Ah non, en Iran. Je l'ai rencontré en Iran. C'est une longue histoire, je ne veux pas en parler maintenant, mais à travers lui, j'ai pu connaître que réellement, ce qui est à la face, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire, le chiisme et la propagation du chiisme, tout ça, ce n'est qu'un instrument. Derrière ça, il y a un projet nationaliste. Et c'est ça ce qui décide. Et depuis le départ, c'était ça. Même Khomeini, lui, il croyait être le tout et le fait tout et celui qui commande et tout ça, mais rien de tout cela n'était réel. Il a été utilisé comme vitrine pour manipuler les masses. Il y a derrière lui un projet nationaliste. Maintenant, de nos jours, tout le monde commence à voir la concrétisation de ce projet nationaliste. Donc, pour vous dire que depuis le départ, cette littérature qui provient et nous reflète les idées révolutionnaires iraniennes, c'était pas du tout une littérature chiiste, chiisante, c'était une littérature à caractère humaniste, philosophique, et bien que les écrivains sont des illustres chiites, donc en l'occurrence, vous avez Motahari, c'est un philosophe, et vous avez Ali Shariati. Et surtout Ali Shariati, parce que sa plume était résistible. Avant tout, c'est quelqu'un de poétique. Et il écrit avec un style qui est très apprécié par la jeunesse. Mais ce que peut-être peu de gens le savent, c'est que Ali Shariat, lui, était un prédicateur dans une Husseiniya, jusqu'à la date où il a été obligé de s'exiler. Et jusqu'à la fermeture de cette Husseiniya, en fait, elle a été fermée par le régime de Shah. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Un universitaire, un sociologue, qu'est-ce qu'il faisait dans une Husseiniya? C'est ça, c'est leur méthode, c'est-à-dire, ils choisissent des tribunes qui existent. Ils ne créent jamais des tribunes, mais ils utilisent les tribunes qui existent et de là, il faut passer le message. Donc, il a essayé de faire passer le message. Il a réussi à créer un mouvement de réforme à l'intérieur de la société iranienne qui n'est pas forcément chiite. Il a essayé d'utiliser les points positifs dans la culture chiite. Il a essayé de résister au chiisme qu'il appelle lui-même un chiisme safawi, par opposition à ce qu'il conçoit comme le chiisme authentique, le chiisme de Ali ibn Abi Talib, qui n'est pas différent du sunnisme, entre guillemets. C'est-à-dire, Ali ibn Abi Talib, c'est l'un des apôtres, sa religion n'est pas différente de celle des autres apôtres. Donc, si on revient à la vraie religion d'Ali ibn Abi Talib, on revient à l'islam authentique. Et donc, lui, en réalité, il a été accusé, Ali Shariati, pour parler de lui, il a été accusé par l'institution chiite d'hérésie. Et c'est pour cela qu'il n'a pas trouvé d'audience auprès des mollahs et auprès de la grande population. Et son audience a été
restreinte et au niveau des étudiants et de quelques intellectuels. Et là, quand ils sont venus en France, il était sincèrement pour un projet de réforme et pour un projet de révolution contre la dictature. Et là, nous, la jeunesse, nous étions tous d'accord avec eux. Donc, ce qu'on a fait au niveau de MRE, ce n'est pas s'allier à un phénomène chiite, pas du tout, mais c'est se rallier à un phénomène anti-impérialiste, un phénomène humaniste, un phénomène qui prône l'épanouissement de l'homme. Et là, nous sommes dans une cause commune avec Ali Shariati, avec tous les penseurs libres du monde. Et c'est comme ça qu'on voyait, nous, le phénomène de la révolution iranienne. Alors, est-ce que c'était la réalité ou pas? Si je n'étais pas parti par la suite en Iran, et si je n'avais pas eu l'occasion unique d'apprendre leur langue, et de voir de l'intérieur comment ça fonctionne, je n'aurais jamais appris que cela, ce n'était qu'une vitrine. Et une vitrine manipulée subtilement. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même où on propage les livres d'Ali Shariati et de Motahari et de Bakr Sadr, à l'intérieur du pays, ces livres étaient, sinon interdits, du moins marginalisés. Et je vais vous citer quelque chose, une anecdote, entre guillemets. Je me baladais avec un copain, un ingénieur d'origine égyptienne, dans la ville de Rome, en tenant un livre d'Ali Shariati dans les mains. Bon, j'étais content parce que je venais d'apprendre la langue persane et je pouvais lire le texte original, alors que j'avais presque appris par cœur le texte en français, parce que je l'avais lu 3-4 fois. Et donc, c'est un texte qui frappe de plein fouet le chiisme décadent, quoi, le chiisme des Safaouis. Voilà. Alors, un moment-là s'est approché de nous, il nous dit qu'il paraît que vous êtes étranger. Et il a commencé à nous faire toute une conférence à propos de danger que constitue la pensée d'Ali Shariati. Il m'a dit que, mais ici, nous, on n'ose même pas prononcer son nom. C'est quelque chose d'interdit. Moi et mon copain, nous étions comme des bédouins au bazar, là, parce que pour la première fois, on apprend ça. Bien que nous vivions là depuis quelques mois. Et lui, il était là bien avant moi, quelques mois avant moi, mais il dit que c'est la première fois que j'écoute ça. Mais tout le monde fait la tahriya, là, c'est terrible. Là. Et là, parce qu'ils ont vu le livre entre nos mains, ils ont craint que, finalement, on va le proposer à leurs élèves, et alors que on a commencé à faire oublier au peuple iranien qui était Shariati. C'était la stratégie des mollahs qu'on dit conservateurs. Mais ce sont des mollahs safaouis. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la littérature était donc en grande partie au début française, mais petit à petit, ils ont eu des traducteurs arabes. Au début, c'était très maladroit, parce qu'ils écrivaient en arabe très maladroit. Bon, par la suite, ça a été de plus en plus perfectionné. Mais jusqu'à la fin de mon séjour, avant mon départ, c'est-à-dire jusqu'au début des années 91, les livres qui nous parvenaient, c'était en grande partie en langue française. Et on préférait ce qui a été écrit en langue française. Les anciennes traductions de Shariati, mais par la suite, ceux qui vont être traduits par la suite, après la Révolution, c'est-à-dire quand on a essayé de traduire la mauvaise littérature safaoui, c'est là où on trouve du plus mauvais français. Parce que maintenant, ce sont les nouveaux adeptes qui commencent à traduire.